La France a affiché son unité avec ses alliés à l'occasion d'un défilé du 14 juillet de tous les records. Près de 6700 soldats ont paradé sur les Champs-Élysées. Les États-Unis ont frappé l'Iran pour la troisième nuit consécutive, alors que Donald Trump laisse entendre que l'armée américaine pourrait prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. La France a organisé mardi le plus grand défilé du 14 juillet de son histoire. Une démonstration de puissance placée sous le signe du réveil stratégique de l'Europe, Paris souhaitant afficher son unité avec ses alliés. Dans ce sens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assisté au défilé en tant qu'invité d'honneur. Une trentaine d'autres chefs d'État et de gouvernement étrangers étaient présents, dont le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Quelques 500 soldats issus de la coalition des volontaires, composée principalement de pays européens soutenant Kiev contre Moscou, ont pris part au défilé. De manière symbolique, 23 soldats ukrainiens ont également suivi les troupes des membres de la coalition. Un nombre record de militaires a défilé ce mardi sur le parcours traditionnel entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde, soit près de 6700 soldats, 98 avions, 31 hélicoptères et 315 véhicules terrestres. Selon l'entourage du président français, le défilé de cette année avait pour but d'illustrer le réarmement et l'autonomie stratégique de la France. Il intervient dans un contexte d'intensification des efforts de défense à travers l'Europe. Ce 14 juillet 2026 marque également le 10e anniversaire de l'attentat au camion bélier sur la promenade des Anglais à Nice. Le drame avait fait 86 morts et plus de 400 blessés. L'armée américaine a lancé des frappes contre l'Iran pour la troisième nuit consécutive tôt mardi matin. En représailles, Téhéran a pris pour cible 2 pétroliers liés aux Émirats arabes unis dans le détroit d'Ormuz ainsi que Bahreïn. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a indiqué que l'attaque contre les navires avait fait 1 mort et 8 blessés parmi les marins. Ces nouvelles frappes interviennent alors que l'Iran et les États-Unis se disputent le contrôle du stratégique détroit d'Ormuz. Donald Trump a laissé entendre que son administration pourrait percevoir des droits de passage pour les navires empruntant le détroit, revenant ainsi sur un engagement précédent. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. Le ministère iranien des Affaires étrangères estime que le protocole d'accord, qui avait servi de base aux négociations et levé le blocus américain, est désormais en crise. Malgré l'escalade des hostilités, Donald Trump a affirmé lundi soir qu'un accord était toujours possible. The conflict between the United States and Iran continues to escalate sharply, with fresh military strikes, attacks on commercial shipping, and growing fears that the fighting could spread across the Gulf. The UAE says 2 of its oil tankers were hit by Iranian cruise missiles while transiting the Strait of Hormuz, killing 1 Indian crew member and injuring 8 others. The U.S. military has also launched another wave of strikes across southern Iran, targeting missile sites, drones, and coastal defense systems. Washington says the attacks are aimed at degrading Iran's ability to threaten commercial shipping. Iran, meanwhile, says it has retaliated by targeting a U.S. naval vessel and American military sites in Bahrain and Kuwait, while Jordan says it intercepted 4 Iranian missiles that entered its airspace overnight. Later on Tuesday, the United States is expected to begin enforcing a naval blockade on ships traveling to and from Iranian ports, while allowing other commercial traffic to continue through the Strait of Hormuz. With one of the world's busiest energy corridors now at the center of the conflict, the concern is that every new exchange increases the risk of a much wider regional confrontation. Adil Halim, Euronews, Doha. Un agent de la police de l'immigration américaine, l'ICE, a abattu un automobiliste lundi dans l'État du Maine. Il s'agit du 2e tir mortel impliquant cette agence en l'espace d'une semaine. Selon plusieurs associations de défense des droits de l'homme, la victime est Juan Sebastián Guerrero, un Colombien de 26 ans qui était autorisé à travailler légalement aux États-Unis.
Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité intérieure affirme que l'agent a ouvert le feu par crainte pour la sécurité publique alors que le jeune homme tentait de prendre la fuite. Les autorités ont précisé que les agents de l'ICE menaient une surveillance ciblée à la dernière adresse connue d'un étranger en situation irrégulière visé par une mesure d'expulsion. Mais selon le sénateur indépendant du Maine, Angus King, l'homme tué n'était pas la personne recherchée. Il dit tenir cette information d'un échange avec le secrétaire à la sécurité intérieure et réclame désormais une enquête transparente et sans détour. Une veillée en hommage à la victime s'est tenue lundi soir. Cette fusillade intervient quelques jours après un autre tir mortel impliquant l'ICE, cette fois-ci à Houston. Et depuis le lancement de la politique de répression de l'immigration par Donald Trump, au moins 9 personnes ont été tuées lors d'opérations liées à cette agence. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a lancé une vaste campagne visant à affaiblir la Cour pénale internationale avec pour objectif le renforcement des sanctions ou la révocation de visas. Dans une vidéo publiée sur X et une longue tribune parue dans le Wall Street Journal, il s'est engagé à démanteler la Cour, affirmant qu'elle constitue une menace pour la souveraineté américaine. Dans un communiqué, le département d'État a déclaré que cette campagne vise à neutraliser de manière systématique la capacité de la CPI à fonctionner, à cibler des militaires ou des fonctionnaires états-uniens ou à menacer de quelque manière que ce soit la souveraineté américaine. Cela marque une forte escalade dans les efforts continus des États-Unis pour isoler cette institution basée à La Haye à laquelle l'administration Trump a déjà imposé des sanctions. Les États-Unis ont déjà pris pour cible des responsables individuels de la Cour qu'ils considèrent comme une menace pour leurs intérêts, mais cette nouvelle campagne vise à faire pression sur d'autres pays pour qu'ils se retirent de la CPI. Dans son communiqué, le département d'État a indiqué que les pays qui dépendent de l'aide militaire américaine feront l'objet d'une surveillance accrue s'ils refusent de rejeter l'autorité de la Cour. La CPI n'est compétente que pour enquêter sur les crimes commis dans les États partis au statut de Rome, le traité de 2022 qui a institué la Cour, mais que les États-Unis n'ont pas ratifié. Une équipe de France sans Français. La sortie raciste de l'ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a été très largement critiquée, et ce jusque dans la sélection nationale. Figure de la Roja, Lamine Yamal, 19 ans, a remis en place l'ancien politique tout en défendant le rôle social du football comme outil d'intégration. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona. Aux États-Unis, la France et l'Espagne sont toujours à la poursuite d'un nouveau sacre mondial. La ministre bulgare des Affaires étrangères a justifié au micro d'Euronews l'opposition de son gouvernement aux sanctions contre le patriarche Kirill. Selon Velislava Petrova-Chamova, cibler le chef de l'église orthodoxe russe est une décision dangereuse qui risquerait d'alimenter l'euroscepticisme dans les pays à dominante orthodoxe comme la Bulgarie. If you are applying sanctions that have no economic impact, but in the same time have the risk to cause division or even worse, Eurosceptic waves, that's why we're not supporting it, and that's why we're really happy that in the end the name was dropped out of the sanction package, and now the package is in a way that we can really support. La proposition prévoyait de sanctionner le patriarche Kirill, qui a qualifié l'invasion russe de guerre sainte, tout en étant accusé de cautionner les combats. Les églises orthodoxes bulgares et russes sont des entités distinctes, dirigées par des patriarches différents. Mais elles appartiennent toutes deux à la communion orthodoxe orientale, partagent les mêmes croyances et enseignements fondamentaux, ainsi que des liens historiques. Début juin, l'exécutif européen a proposé son 21e paquet de sanctions contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine. Cette série de mesures a cependant été rejetée lundi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Elle sera discutée de nouveau lors d'une réunion d'urgence prévue mardi soir, dans l'espoir d'aboutir à un accord définitif. L'Union européenne réaffirme son engagement sans faille sur la question chypriote, classée parmi ses priorités absolues. Lors d'une rencontre à Paris entre le président chypriote Nikos Christodoulides et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Bruxelles a confirmé son soutien total à la réunification de l'île. Ursula von der Leyen a souligné que la nomination de Raffaele Fitto au poste de représentant spécial constitue une preuve tangible de cet engagement.
Nicosie considère particulièrement significative la convergence des vues sur le lien entre la question chypriote et le parcours européen de la Turquie. Sur ce sujet, la Commission partage la position du président Nikos Christodoulides. Aucun progrès significatif dans les relations UE-Turquie ne peut être réalisé sans avancée substantielle sur Chypre. Cette vision commune confirme la position de longue date de Bruxelles. L'avancement des relations avec Ankara est directement lié à l'évolution de la situation chypriote et au respect de l'acquis communautaire et des valeurs européennes. Enfin, les discussions ont également porté sur l'intégration de Chypre dans l'espace Schengen. Les deux parties reconnaissent que tous les préparatifs techniques sont terminés. La présidente Ursula von der Leyen a exprimé son soutien à une intégration pleine et entière du pays dans les meilleurs délais. Le bilan officiel du double séisme qui a frappé le Venezuela le mois dernier s'élève désormais à près de 4500 morts. Le gouvernement vénézuélien a également indiqué que plus de 19 500 personnes vivent actuellement dans des camps temporaires. Fin juin, 2 séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé Caracas et l'État côtier de la Guaira. Ces séismes ont rasé des immeubles entiers, laissant des milliers de personnes sans abri. Le gouvernement s'est engagé à mettre à disposition des familles certains appartements qui étaient en cours de construction avant le séisme. Il a cependant précisé que des ressources importantes seraient nécessaires pour en construire davantage et pour fournir une aide au logement à tous les sinistrés. Dans le même temps, de nombreux Vénézuéliens continuent de rechercher leurs proches ensevelis sous les décombres. De plus en plus de matériel est mis à disposition pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage. Beaucoup estiment toutefois que l'aide du gouvernement reste insuffisante face à l'ampleur du désastre.